Saviez-vous que de nombreuses actrices ont été brutalement abusées par des hommes puissants à Hollywood? De l'effondrement tragique de Barbara Lamore sur le plateau à la lutte de Tippi Hedren avec Alfred Hitchcock, d'innombrables stars ont payé cher pour être sous les projecteurs. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les histoires non racontées derrière la célébrité et interrogeons-nous sur ce que coûte réellement l'usine à rêve à ceux qui la font vivre. Barbara Lamar, la fille qui était trop belle. Les publicitaires de l'âge d'or adoraient l'hyperbole. Pourtant, même selon leurs normes, le surnom attaché à Barbara Lamar semblait excessif. Les affiches de campagne de métro en 1924 affichaient cette phrase dans chaque hall de théâtre, s'assurant que le public associait son visage à un attrait inatteignable. Cependant, à l'intérieur des portes du studio, ce même visage se traduisait par des quotas. 2 films en production, 1 en pré-production et une tournée promotionnelle chaque dimanche sur 2. Les feuilles d'appel de production conservées à la bibliothèque Margaret Herrick montrent Lamar se présenter à 5h45 du matin et terminer après minuit, 6 jours par semaine, tandis que son contrat limitait les pauses repas à 30 minutes. L'effort masquait une maladie respiratoire chronique, la tuberculose, diagnostiquée à la fin de l'année 1925, mais gardée hors des registres de peur que les assureurs n'annulent les cautions de finition. Lorsqu'elle s'effondra pendant les reshoots de The Girl from Montmartre, un médecin de MGM nota l'épuisement sur le rapport d'incident. Le mot tuberculeux était barré au crayon bleu. Les dossiers hospitaliers confirment que ses poumons étaient tellement ravagés que l'un pesait à peine 9 onces lors de l'autopsie. Pourtant, le bilan du studio affichait un bénéfice final de 312 000 $ sur le film, obtenu uniquement parce que les dirigeants ont insisté pour qu'elle termine le doublage malgré la fièvre. Après son décès en janvier 1926, MGM a précipité la sortie d'un mélodrame inachevé, Syndra, en ajoutant des gros plans recyclés pour prolonger son temps à l'écran. Les journaux professionnels ont loué la présence envoûtante d'un ange déchu, ignorant les comptes qui montraient que Lamar avait été payé seulement 1 250 $ pour ses dernières minutes de film post-mortem. Barbara Payton, une météore consumée en plein vol. Lorsque Barbara Payton, âgée de 22 ans, a signé avec Universal en 1949, les magazines de fans l'ont saluée comme un éclair blond, une interprète capable de voler la vedette, même à côté de James Cagney. Son premier rôle principal, Trapped, a récupéré son coût négatif en 6 semaines, et Allied Artists l'a engagé pour Kiss Tomorrow Goodbye. Les recettes de la première semaine ont atteint 400 000 $, soit le triple du meilleur lancement précédent du studio, poussant le président Steve Broidy à proclamer Payton la franchise que nous avons prié pour avoir. Mais les mémos internes d'Allied révèlent un système de troc. On s'attendait à ce que la jeune star assiste à des dîners privés avec des financiers, charme les chroniqueurs dans des clubs après les heures de fermeture et reste ouverte à des demandes supplémentaires. Lorsqu'elle a refusé, son chèque a diminué de 1 200 $ à 400 $ et les photographes ont reçu des instructions discrètes pour capturer toute erreur. Payton a riposté. Elle a engagé l'avocat Jerry Gisler, menacé d'une action pour rupture de contrat et réclamé des arriérés de salaire. En une semaine, 5 films ont disparu du calendrier de production. Les chroniqueurs, alimentés par des sources anonymes du studio, la qualifièrent de peu fiable. Pour couvrir les frais juridiques, elle a mis en gage des bijoux et accepté des apparitions en boîte de nuit à 50 $. Une romance tumultueuse avec l'acteur Tom Neal devint violente, lui laissant des gros titres qui éclipsèrent son art. En 1963, son carnet d'adresses comptait 47 hôtels bon marché. Le séjour le plus long était de 13 nuits. Elle tenait un registre manuscrit de chaque apparition dans une petite ville. 75 $ à Peoria, 40 $ à Bakersfield, preuve qu'elle n'a jamais cessé d'essayer de travailler. Le 8 mai 1967, Payton a été retrouvée dans une chambre d'hôtel à 7 $ par jour à Los Angeles, sa santé ravagée par l'alcool et la malnutrition. Variety lui a accordé 12 lignes, à peine de quoi noter que Kiss Tomorrow Goodbye avait autrefois triplé le revenu trimestriel du studio. Hollywood a pris le relais, mais son histoire perdure comme un avertissement lumineux. Lorsqu'un système échange la dignité contre le profit, les brûlures persistent, longtemps après que l'enseigne s'est éteinte. Bette Davis. Le procès qui a secoué Burbank. En 1936, Bette Davis était l'actrice dramatique la plus rentable d'Hollywood. Pourtant, Warner Brothers insista pour qu'elle joue dans God's Country and the Woman, un mélodrame sur l'exploitation forestière qu'elle considérait comme de la fiction de seconde zone. Frustrée,
En raison de la faible rémunération et des scénarios médiocres, Davis invoqua une clause permettant une suspension, embarqua sur le RMS Queen Mary et navigua vers l'Angleterre avec 2 malles de robe et une valise de dossiers juridiques. Son avocat à Londres soutint que l'option de 7 ans de Warner violait les lois britanniques sur le travail. Les avocats de Jack Warner ont répliqué que libérer une star détruirait le modèle de production en chaîne du studio. La Haute Cour a statué en faveur de Warner, ordonnant à Davis de revenir, mais le dommage en relations publiques était fait. Les journaux britanniques la présentaient comme une Jeanne d'Arc moderne, luttant pour la liberté artistique. De retour à Burbank, les exploitants demandaient de meilleurs films ou menaçaient de retirer les sorties de Warner. Acculé, le studio a augmenté son salaire de 1 350 $ à 2 750 $ par semaine, accordé l'approbation des scénarios et promis des projets de prestige. En 18 mois, elle a joué le premier rôle dans Jezebel, remportant son 2e Oscar, et a transformé cette victoire en clause garantissant une mise en avant de son nom et un pouvoir de veto promotionnel. Les répercussions ont été immédiates. Olivia de Havilland a invoqué le précédent Davis lorsqu'elle a contesté son propre contrat en 1943, démantelant finalement la règle de l'option de 7 ans pour tous les acteurs. Des décennies plus tard, Davis se souvenait que le procès lui avait coûté 30 000 $ en frais juridiques et des mois de travail perdus. Mais cela m'a acheté ma carrière. Sa position a prouvé que même dans la fabrique dorée de Hollywood, la détermination d'un artiste pouvait ouvrir les portes, montrant à chaque artiste que le talent soutenu par la ténacité est une négociation qu'aucun magnate ne peut ignorer confortablement. Carol Landis. Charme offensif, tournée mortelle. Carol Landis a éclaté dans le lot de Fox en 1940 avec 1 Million BC, une modeste aventure qui est devenue un succès surprise, rapportant 1 400 000 et transformant la native du Wisconsin en pin-up pour les soldats du monde entier. La publicité du studio l'a présentée comme l'irrésistible chérie de Lou S.O. Des bons de voyage interne confirment qu'elle a parcouru 100 000 miles en 18 mois, souvent dans des avions de transport non chauffés, donnant 6 spectacles par jour à travers l'Afrique du Nord et le Pacifique. Cachée dans son contrat, une clause obligeait à des dîners privés pour le moral, avec des officiers de haut rang et des dirigeants de la défense. Des engagements rarement photographiés et jamais rapportés. Une entrée de journal datée du 14 mars 1944, vendue plus tard aux enchères, indique « Dîner déplacé à l'étage. Pas le choix. Appareil photo rangé. » De retour à Hollywood, elle demanda un emploi du temps allégé et un salaire égal à celui des costards masculins. Fox la rétrograda à des films musicaux de série B et réduisit les budgets promotionnels. Lors d'une tournée de promotion d'obligations de guerre, elle a rencontré l'acteur Rex Harrison. Leur liaison, il était marié à Lily Palmer, est devenu un levier, lorsque Landis a découvert des lettres suggérant des affaires extra-conjugales des dirigeants du studio. Des amis disent qu'elle a menacé de divulguer cela, à moins que son contrat ne soit amélioré. Le 5 juillet 1948, Landis a été retrouvé sans vie, à côté d'un flacon de médicaments vide. Les registres de preuves du LAPD notent des empreintes digitales qui n'ont jamais été identifiées, mais le coroner a conclu à une overdose accidentelle. Le chef de la publicité de Fox, Charles Einfield, a publié une déclaration de 30 mots et a rapidement sorti News, son dernier film, dans les cinémas de Londres avec le slogan « Une star qui a vécu trop vite ». Il a généré des recettes rapides tout en détournant les questions sur qui avait fixé son rythme. La succession de Landis a rapporté moins de 10 000 $ de la sortie, une fraction des recettes de la première semaine du film. Une fin aussi déséquilibrée que le contrat qui avait guidé sa trajectoire météorique est finalement fatale. Clara Bow, quand cela est devenu une cage. En 1927, le nom de Clara Bow à lui seul pouvait soutenir les bénéfices trimestriels d'un studio. Les registres de Paramount montrent que ses films représentaient près de 20% des locations mondiales. Pourtant, son contrat imposait une amende de 5 000 $ pour chaque appel manqué. Pendant le tournage de Get Your Man, elle s'est évanouie d'épuisement, manquant 3 jours et perdant la moitié de son salaire hebdomadaire. L'appétit du public pour son charme de flappé incitait les studios rivaux à saboter. Un agent de presse a répandu une fabrication sordide. Bow aurait organisé une fête marathon avec toute une équipe de football universitaire. Les avocats de Paramount possédaient des affidavits réfutant l'histoire, mais sont restés silencieux, croyant que la notoriété vend des billets. Bow, mortifié, exigea la parité salariale avec Douglas Fairbanks et un droit de regard sur les scénarios pour échapper au typecasting. Au lieu de cela, les dirigeants la précipitèrent dans les premiers films parlants sans formation vocale.
certaine que son accent de Brooklyn susciterait des moqueries. Les critiques ne manquèrent pas, qualifiant sa voix de non raffinée, et les colonnes de Potin ressuscitèrent la fausse histoire de fête comme preuve de déclin moral. La pression a provoqué 2 ruptures. Des dossiers médicaux d'une clinique de Glendale signalent une fatigue nerveuse et prescrivent un repos absolu. Des ordres ignorés par les planificateurs de production. En 1931, Beau a payé 40 000 $ pour résilier son contrat et a acheté un ranch dans le Nevada avec son mari, Rex Bell. Elle avait 26 ans. Millionnaire sur le papier, mais épuisée par les frais juridiques et le détournement de fonds familial. La réponse d'Hollywood fut un effacement rapide. Les copies de ces triomphes muets ont été laissées à la décomposition du nitrate, et les histoires de studio ont attribué à des actrices ultérieures la popularisation de l'icône moderne de l'écran. Ce n'est que dans les années 1960 que des ciné-clubs ont restauré It et Wings, incitant les critiques à reconnaître ce que l'historien David Sten a exprimé succinctement. Clara n'a pas perdu Hollywood. Hollywood a perdu Clara. Son héritage perdure dans chaque héroïne vive d'esprit qui a suivi. Un témoignage d'un talent trop vibrant pour la cage construite autour de lui. Dorothy Dandridge. Une barrière brisée, puis reconstruite. Lorsque Carmen Jones a été présentée en octobre 1954, Dorothy Dandridge est devenue la première actrice noire en un siècle d'histoire des Academy Awards à obtenir une nomination pour le prix de la meilleure actrice. Le revenu intérieur de 4 millions de dollars du film aurait dû ouvrir toutes les portes des studios. Au lieu de cela, les registres des hôtels où elle a séjourné durant la tournée publicitaire la mentionnent comme « de couleur » et l'obligent à passer par l'entrée arrière. Et le Phoenix Theatre a retiré son visage des affiches du hall pour apaiser les ordonnances locales. Son salaire de 60 000 $ n'incluait aucune part de pourcentage, bien que ses co-stars blanches aient négocié des primes sur les bénéfices. Non découragé, Dandridge acheta une maison à Hollywood Hills et organisa des soirées intégrées, audacieuses à une époque où les clauses restrictives de la ville venaient à peine de tomber. Une seule photo d'elle dansant avec l'acteur principal blanc John Kerr a suscité 300 lettres de haine. Fox l'a discrètement réassignée à des rôles de soutien. Elle s'est tournée vers Las Vegas, investissant 35 000 $ de ses économies dans un spectacle de cabaret. Les registres du casino montrent que le spectacle a rapporté 15 000 $ la première semaine, mais les réglementations de l'État lui interdisaient l'accès au casino et à la salle à manger, la forçant à manger des repas en boîte dans sa suite entre les représentations. Espérant reprendre son élan, elle a demandé d'avoir un crédit égal et l'approbation du script sur Porgy and Bess. Les producteurs ont refusé. Elle a accepté le rôle quand même pour couvrir les coûts médicaux croissants de sa fille Arolene, née avec des troubles cérébraux nécessitant des soins continus. Les redevances qu'elle attendait ne se sont jamais matérialisées. Les clauses de participation aux bénéfices excluaient les marchés auxiliaires, et le film a été mis de côté dans plusieurs États du Sud. En 1963, son compte chèque contenait 4,51 $, et les privilèges fiscaux menaçaient la saisie. Le 8 septembre 1965, des amis l'ont découverte inanimée. Le coroner a cité une interaction accidentelle de médicaments antalgiques et d'alcool. Hollywood a rendu des hommages élogieux, mais aucun n'a abordé comment le même système qu'il a salué comme une pionnière avait entravé sa carrière. Aujourd'hui, son étoile sur le Walk of Fame se trouve en face du Dolby Theatre. Un rappel silencieux que les barrières peuvent être reconstruites aussi rapidement qu'elles sont brisées, à moins que ceux qui en tirent profit choisissent de les démanteler pour de bon. Frances Farmer, la victime parfaite d'une institution. Les journaux de Seattle qualifiaient autrefois Frances Farmer de jeune première de l'homme pensant, mais sa volonté de défier l'autorité des studios l'a rapidement marquée comme un problème. L'étincelle qui a allumé la mèche est venue par une nuit brumeuse de janvier 1942, lorsqu'elle a conduit sur Hollywood Boulevard sans phare et s'est disputée avec l'agent qui l'a arrêtée. La contravention aurait dû se conclure par une amende, mais en l'espace de 48 heures, l'équipe juridique de Paramount a demandé à un juge de l'envoyer au service psychiatrique général de Los Angeles, arguant qu'elle avait besoin de repos avant de reprendre la production. Les comptables du studio craignaient des pénalités pour rupture de contrat si elle manquait son prochain appel. L'internement semblait être une mesure préventive. Les registres de l'hôpital montrent que Farmer a subi une thérapie par choc à l'insuline 3 fois par semaine, chaque session faisant chuter son taux de sucre dans le sang à un niveau si bas qu'elle convulsait pendant des minutes. Pratique standard à l'époque, mais catastrophique par sa fréquence. Lorsque la surpopulation a frappé, des déclarations sous serment non scellées de 1992 indiquent que les aides-soignants ont placé d'autres patients dans son lit, une indignité qui l'a laissé meurtrie et, selon
selon 2 témoins, victimisée. Après une violente explosion de colère, provoquée, a-t-elle affirmé plus tard, par le harcèlement d'un préposé, Farmer a été transféré à l'asile de Steilacoom dans l'État de Washington, où les dossiers mentionnent 90 séances de choc à l'insuline et 26 procédures électroconvulsives sur 5 ans. Libérée en 1949 avec une valise de vêtements fournie par l'État, elle retourna à Paramount pour un film proposé intitulé Triumph Over Madness. Mais les assureurs refusèrent de la cautionner, la qualifiant d'inontrable. Elle s'est retirée à Seattle, animant une émission télévisée locale pour $50 par épisode, moins que le coût du traiteur sur son dernier film. Les téléspectateurs voyaient une présentatrice élégante. Hors caméra, elle était empêchée de bénéficier de parrainages nationaux par une liste noire discrète. Les tentatives de retour à Broadway ont échoué lorsque les producteurs ont découvert que les assureurs la considéraient toujours à haut risque. En 1970, à 56 ans, Farmer est décédée d'un cancer de l'œsophage. Ses cendres dispersées sur le Puget Sound. Aucun représentant de studio n'a assisté au petit service familial. Aujourd'hui, son histoire perdure à la fois dans les écoles de cinéma et dans les revues psychiatriques, rappelant crûment à quel point le soin peut rapidement se transformer en contrôle lorsque le profit entre en jeu, et comment la défiance d'une seule nuit peut résonner tout au long d'une vie. Ingrid Bergman. Exil et réhabilitation. Peu de stars ont incarné la vertu à l'écran de manière aussi convaincante qu'Ingrid Bergman, ce qui a rendu le tollé de 1950 sur sa romance avec le réalisateur italien Roberto Rossellini d'autant plus fort. Le 10 mars de cette année-là, le sénateur Edwin Johnson s'est levé au Congrès pour la qualifier d'agent du mal, condamnant les rapports selon lesquels elle attendait l'enfant de Rossellini avant de finaliser son divorce. En une semaine, des chaînes de cinéma dans 13 États ont retiré tous les films de Bergman. RKO, à lui seul, a enregistré un manque à gagner de $750 000. Les sacs de courrier des fans étaient partagés entre le soutien et la condamnation. Mais les dirigeants du studio ont resserré les rangs, déclarant qu'elle était invendable en Amérique. Bergman a répondu en embarquant sur un vol TWA pour Rome. Là, elle a négocié un contrat pour 3 films avec Rossellini, qui lui accordait un contrôle sans précédent, l'approbation du montage final, le choix du directeur de la photographie et une participation aux bénéfices, des clauses qu'Hollywood n'avait jamais offertes à une actrice principale. La première collaboration, Stromboli, tournée sur une île volcanique avec une équipe réduite, a coûté $350 000 et a été rentabilisée en 3 mois grâce aux réservations européennes seules. Les critiques italiens ont salué sa performance brute, et le journal du Vatican a loué le sous-entendu spirituel du film. Une tournure ironique, étant donné la tempête morale de l'autre côté de l'Atlantique. Tandis que les chroniqueurs américains débattaient de sa chute, Bergman parcourait les camps de réfugiés, utilisant sa célébrité pour lever des fonds pour l'aide d'après-guerre. En 1955, la tendance s'était inversée. Les rediffusions télévisées de Casablanca avaient ravivé l'affection du public, et United Artists avait discrètement proposé l'idée d'un retour. Elle a accepté Anastasia, à condition qu'aucune publicité ne mentionne sa vie privée. Le film a rapporté $4 500 000 et aux Oscars de 1957, Cary Grant a ouvert l'enveloppe pour annoncer son 2e Oscar. Les journalistes ont demandé si elle cherchait le pardon. Elle a répondu « Je n'ai jamais demandé la permission de vivre honnêtement. » Sa résilience a redéfini les calculs de l'industrie. Une base de fans mondiale et un talent indéniable l'emportaient sur l'indignation locale. Au moment où elle a remporté son 3e Oscar pour Le Crime de l'Orient Express, en 1975, le discours au Sénat était une note de bas de page. Le parcours de Bergman, du blâme à la célébration, reste une preuve durable que le talent, associé à une autodétermination inébranlable, peut survivre à toute croisade morale que l'usine à rêve entreprend. Jean Harlow, platine sous pression. Les cheveux blonds platine emblématiques de Jean Harlow ont eu un coup dévastateur. Tous les 10 jours, les chimistes de MGM la soumettaient à un processus de décoloration sévère, utilisant de l'ammoniac, du peroxyde et des flocons luxe, un cocktail si corrosif que des touffes de cheveux tombaient en plein milieu des scènes pendant Dinner at 8. Les médecins du studio ont averti que les traitements nuisaient à sa santé, mais le département de publicité les a ignorés, craignant que les ventes de billets ne s'effondrent si la blonde platine perdait sa signature. Regard. Le corps de Harlow a subi le poids de cette exploitation. Hors écran, sa vie personnelle était tout aussi tragique. Son mariage avec le producteur Paul Bern s'est terminé brusquement lorsqu'il a été trouvé mort dans leur salle de bain. Un coup de feu,
blessure par balle à la tête. Les détectives sont arrivés pour trouver des dirigeants du studio déjà en train de nettoyer la scène, de détruire des preuves et de contrôler le récit. La décision officielle était le suicide, mais des rumeurs circulaient, allant de liens avec la mafia à des allégations de dissimulation par le studio. Harlow, déjà fragile, continua. En 1937, pendant le tournage de Saratoga, elle s'effondra sur le plateau, son corps secoué par des nausées et un gonflement. Les médecins diagnostiquèrent une insuffisance rénale aiguë, probablement aggravée par des diurétiques prescrits pour maintenir sa silhouette. La réponse de MGM fut d'une efficacité impitoyable. Ils réécrivirent Saratoga en utilisant des doublures et des plans larges pour terminer le film, qui rapporta tout de même 3 300 000 $. Les funérailles de Harlow coûtèrent au studio seulement 4 312 $, à peu près équivalent aux recettes du premier jour du film. Sa vie était un registre d'exploitation, beauté commercialisée, santé sacrifiée et héritage réduit aux marges bénéficiaires. Pourtant, ses performances demeurent comme un témoignage de résilience au milieu de la machine implacable d'Hollywood. Jean Seberg, une star sur le tableau d'affichage du bureau. La carrière de Jean Seberg a commencé comme un conte de fées. À 19 ans, elle a été choisie parmi l'obscurité par Otto Preminger pour jouer dans Autopsie d'un meurtre, puis immortalisée par Jean-Luc Godard dans À bout de souffle, devenant le visage du cool de la nouvelle vague. Mais son activisme deviendrait sa perte. En 1968, après avoir fait un don au Black Panther Party, elle attira l'attention du programme COINTELPRO du FBI. Des dossiers déclassifiés révèlent que le directeur J. Edgar Hoover a personnellement ordonné une campagne pour la neutraliser, répandant des rumeurs diffamatoires selon lesquelles son enfant à naître était engendré par un panthère, et non par son mari. Le stress a déclenché un accouchement prématuré. Le nourrisson a survécu seulement 2 jours. Les offres de studio se sont taries alors qu'Hollywood prenait ses distances de son image controversée. Seberg s'est retiré en France, acceptant des rôles à petit budget, tout en luttant contre l'insomnie et la dépression. Le 30 août 1979, la police de Paris l'a trouvé dans sa voiture, enveloppé dans une couverture, à côté d'une bouteille de barbiturique et d'une note pour son fils. Le FBI a fermé son dossier le mois suivant. Mission accomplie. Sa mort a été accueillie par un silence étrange de la part d'une industrie qui l'avait autrefois célébrée. Pourtant, l'héritage de Seberg perdure comme un avertissement sur la façon dont les structures de pouvoir, le gouvernement et Hollywood réduisent au silence ceux qui les défient. Sa vie fut une collision entre art et activisme. Un rappel que dire la vérité au pouvoir entraîne souvent un coup personnel dévastateur. Durant sa brève apparition à l'écran, elle incarnait à la fois la promesse et le péril d'être une femme en avance sur son temps. Joan Collins, de la liste noire à la royauté du prime time. Les débuts de Joan Collins à Hollywood étaient une arme à double tranchant. À 19 ans, le chef de la publicité de Fox, Charles Feldman, lui avait promis un chemin météorique vers la célébrité. Mais le rêve s'est effondré après qu'elle ait rejeté les avances d'un producteur senior. En quelques semaines, elle a été libérée de son contrat. Son agent a dit que son tempérament la rendait inassurable, un avertissement codé aux autres studios. Durant la décennie suivante, Collins a construit sa carrière à partir de second rôles et de coproductions européennes, envoyant la moitié de ses modestes revenus pour soutenir ses parents à Londres. « Je n'avais pas d'autre choix que de continuer », écrivit-elle plus tard. En 1978, Collins brisa son silence en publiant un mémoire qui détaillait l'agression. Les avocats du studio menacèrent de poursuites pour diffamation, mais elle répondit avec des extraits de son journal tenu à l'époque, forçant l'abandon de l'affaire. La publicité relança sa carrière. En 1981, le producteur Aaron Spelling l'a choisi pour le rôle d'Alexis Carrington dans Dynasty, un rôle qui l'a transformé en icône mondiale. En 1985, elle gagnait 40 000 $ par épisode, apparaissant sur les couvertures des magazines et devenant un symbole des excès des années 1980. Le parcours de Collins, passant de la liste noire à la royauté du prime time, est un témoignage de résilience. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur les hommes qui l'avaient autrefois écarté, elle répliqua « Ils ont sous-estimé ma mémoire et mon endurance ». Son histoire souligne comment les représailles systémiques peuvent réduire les femmes au silence, mais aussi comment la persévérance peut reconquérir leur autonomie. Collins a transformé sa douleur en puissance, prouvant que, même dans un système truqué, le talent et la ténacité peuvent prévaloir.
Judy Garland. Une voix épuisée avant l'heure. La vie de Judy Garland était une équation tragique de talent et d'exploitation. À 16 ans, pendant Babes in Arms, MGM l'a limitée à un régime de bouillon de poulet et de café noir, avec des journaux de studio, notant de manière inquiétante. Pas de solide, jusqu'à la fin. Pour la maintenir énergisée, les médecins administrèrent de la benzédrine à l'aube et de l'hydrate de chloral la nuit. Un cycle de stimulants et de sédatifs qui la hantrait pendant des décennies. En 1947, lors du tournage de The Pirate, ces fluctuations de poids ont forcé à redessiner les costumes 2 fois en 6 semaines. Chaque retard était facturé sur son compte en tant que frais d'inconvénient de star. L'exploitation de MGM a continué jusqu'en 1949, quand ils l'ont suspendue après une dépression nerveuse pour la réintégrer seulement pour le spectacle d'été, avant de la renvoyer définitivement en 1950, invoquant son manque de fiabilité. La résilience de Garland se manifeste dans son retour en force. Un engagement au London Palladium en 1951 a rapporté 40 000 livres, et son album du concert au Carnegie Hall en 1961 a été numéro 1 sur Billboard pendant 13 semaines. Pourtant, la mauvaise gestion financière, les frais médicaux et la pension alimentaire ont épuisé ses gains. Le 22 juin 1969, elle a été trouvée sans vie dans sa salle de bain à Londres. Le coroner, concluant à une overdose accidentelle de barbiturique prescrit, MGM a envoyé des roses, mais a refusé de commenter si leur pratique avait contribué à sa chute. L'héritage de Garland est une dualité poignante. Son génie, en tant que Dorothy Gale, perdure, mais sa vie avertit sur le coup de considérer le talent comme jetable. Hollywood a célébré sa magie, tout en détruisant sa santé. Un schéma qui continue de nécessiter des comptes. Sa voix, bien que réduite au silence trop tôt, reste un cri de ralliement pour ceux qui refusent d'être brisés par les systèmes qui les exploitent. Mae West. 2 en avance sur le code. Bien avant que Hollywood ne distribue des crédits de producteurs aux grandes stars, Mae West écrivait, améliorait et parfois dirigeait en secret son propre matériel, une audace qui l'enrichissait tout autant qu'elle la mettait en péril. Sa pièce de Broadway, Diamond Lil, était si provocante que la police a fait une descente dans le théâtre, mais les gros titres ont fait grimper les ventes de billets à un montant record de 30 000 $ par semaine. Paramount l'a remarqué et l'a importé pour Night After Night. Peu impressionnée par le script, elle a réécrit son petit rôle du jour au lendemain, a volé chaque scène et a obtenu carte blanche pour son prochain projet. Ce projet est devenu She Done Him Wrong, avec un budget de 200 000 $ et tourné en 3 semaines sur des décors recyclés. L'invitation improvisée de West, « Pourquoi ne monteriez-vous pas un jour et ne viendrez-vous pas me voir ?» s'est retrouvée dans les bandes annonces à travers tout le pays. Le film a rapporté 2 millions de $, sauvant Paramount de la quasi-faillite pendant la dépression et obtenant une nomination aux Oscars pour le meilleur film. Mais le succès attira les foudres du bureau Hayes. Les censeurs exigèrent des approbations de script et 66 coupures de répliques pour I'm No Angel. West acquiesça, puis ajouta de nouveaux doubles sens sur le plateau, comptant sur les monteurs pour les manquer en post-production. Furieuse, l'administration du code de production l'a mise sur liste noire après 1937, qualifiant son influence de subversive. Les studios, craignant des amendes de plusieurs dizaines de milliers de $, ont mis de côté ces contrats, supprimant ainsi un salaire annuel de 400 000 $. West s'est adaptée sans hésiter. Elle était en tête d'affiche des revues de Las Vegas à 10 000 $ par semaine, le double de son salaire au cinéma, et a parcouru le pays avec un numéro de scène osé qui a rapporté 3 millions de $ en 5 ans. En 1958, elle a enregistré un disque de blues. Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires et l'a placé dans le Top 40 de Billboard. Bien dans ses 80 ans, elle est apparue à la télévision, vêtue de sequins et d'un sourire, ronronnant à l'hôte Paul Novak. « Je ne suis pas un ange, mais je garde mes ailes bien lustrées. » Le public en direct a éclaté, prouvant que le charisme, surtout lorsqu'il est autoconçu, dépasse tous les codes de censure. West ne s'est jamais excusée d'avoir repoussé les limites. Elle les a simplement redéfinies, laissant une feuille de route pour tous les artistes qui ont un jour été priés de réduire leur éclat. Thelma Todd, la lumière éclatante de la comédie, le mystère sombre de Hollywood. Montée sur le Sunset Strip en 1935 et le Sidewalk Café de Thelma Todd domine la colline. Un hotspot en stuc crème réalisant 3 000 $ de recettes chaque soir et attirant tout le monde, de Carrie
accordée au comptable de studio sur les notes de frais. Todd elle-même était apparue dans 119 courts-métrages et longs-métrages à l'âge de 29 ans, collaborant avec les Marx Brothers dans Horse Feathers et Laurel et Hardy dans The Devil's Brother. Les exploitants l'appelaient la blonde à la glace car elle apaisait les esprits sur les plateaux chaotiques. Hors caméra, le succès du café a suscité l'intérêt du mafieux du New Jersey, Charles Lucky Luciano, qui, selon des mémos des services de renseignement du LAPD, a proposé de transformer la salle de banquet à l'étage en salle de jeu. Todd a refusé, invoquant la clause de moralité de son contrat avec Paramount. Aux premières heures du 16e décembre 1935, elle a été découverte dans sa Packard bleu poudre, moteur en marche, à l'intérieur d'un garage au-dessus du café. Le coroner Frank Nance a indiqué une intoxication au monoxyde de carbone, mais les enquêteurs ont noté des ecchymoses incompatibles avec un simple effondrement. Un grand jury a entendu le témoignage du directeur, Roland West, partenaire commercial et parfois compagnon de Todd, qui a admis avoir verrouillé la porte du garage quelques heures plus tôt, mais n'a jamais été inculpé. Paramount craignait une mauvaise publicité et a expédié le film d'actualité de l'enquête vers des entrepôts. Il n'a pas refait surface. Les registres du studio montrent que Bohemian Girl, la dernière sortie de Todd, a rapporté 2,1 millions de dollars dans le monde, le double de ses prévisions, après que les journaux professionnels ont titré le mystère. Que la fin ait été un avertissement forcé ou un accident tragique, le café a fermé ses portes dans l'année. Son enseigne au néon a été démantelée et vendue à la ferraille. Aujourd'hui, le terrain en pente surplombe la route côtière du Pacifique, le trafic bourdonnant au passage de l'endroit où l'ambition hollywoodienne, le crime organisé et le contrôle des dégâts par le studio se croisaient sous un seul réverbère vacillant. Tippi Hedren, l'obsession d'Hitchcock, une carrière enchaînée. Avant qu'Alfred Hitchcock ne la remarque dans une publicité pour un Soda Light en 1961, le CV de Nathalie Tippi Hedren indiquait 11 ans de mannequinat à Manhattan et un tarif de $500 par jour pour les impressions. Le contrat personnel de 5 pages du réalisateur achetait l'exclusivité à $600 par semaine. Une bonne affaire comparée au budget de $2 500 000 alloué pour les oiseaux. Les feuilles de tournage révèlent que Hedren a enduré 5 jours d'attaque d'oiseaux vivants sur la scène 18. Le registre de l'entraîneur Ray Berwick note 3200 attaques de mouettes et 460 coups de bec de corbeau. Des blessures qui ont nécessité des rappels de tétanos et ont laissé ses paupières recousues pendant 3 nuits. Lorsque The Birds est sorti en mars 1963, il a rapporté 11 400 000 sur le marché intérieur. Mais Hedren a reçu une option de 7 ans. L'engageant dans des rôles que seul Hitchcock pouvait approuver. Les choses se sont aggravées sur Marnie. Les rapports de tournage indiquent 122 prises d'une seule scène de chambre. Hedren a plus tard déclaré que les répétitions semblaient punitives après qu'elle ait rejeté les avances du réalisateur. Les recettes au box-office se sont élevées à 7 millions de dollars modestes. Mais le refus de Hedren d'accepter des dîners privés a incité Hitchcock à envoyer un télégramme à tous les grands studios. Mademoiselle Hedren n'est pas disponible pour être prêtée. Les dossiers de production confirment que Universal a appliqué l'embargo, mettant de côté 2 offres de Stanley Kubrick et une de François Truffaut. L'impasse a duré jusqu'en 1967, lorsque Hitchcock a vendu son contrat à Universal TV pour 25 000 $, et elle est partie. Hedren s'est réorientée, fondant Shambhala Preserve et consacrant des chèques résiduels, 1 800 $ par an, provenant des anthologies syndiquées de Hitchcock, à la conservation des grands félins. En 2012, l'Académie l'a invitée à présenter lors des Governor's Awards, où elle a croisé le buste en bronze de Hitchcock dans le hall et a continué à marcher. Le studio, qui avait autrefois promis la célébrité, a récolté 18 400 000 $ de ces 2 films. Hedren a compté 70 lions et tigres sauvés sous le soleil de Californie, preuve que la liberté rugit parfois longtemps après la fermeture des portes du plateau de tournage.